pilotes, bienvenue aujourd'hui dans notre nouvelle émission de Platinum Motors TV. Aujourd'hui au sommaire, Axel François. Qui est Axel François? On a pu le découvrir dans Hyperdrive. Vous allez pouvoir le voir aussi dans ces journées qu'il organise en montagne. On se croirait dans un jeu vidéo, genre Need for Speed ou un truc comme ça. Ou dans Fast and Furious Tokyo Drift. C'est la même, quand vous allez voir ça en image, vous allez halluciner. Franchement, c'est un truc de dingue. Mais aussi, championnat d'Europe de drift, championnat de France de drift. Vous allez pouvoir voir dans ce documentaire toutes les journées qu'il organise, les journées Extreme Drift. Donc on va tout vous expliquer de A à Z. Alors surtout, un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner et puis partagez si vous trouvez quelque chose à dire, un petit commentaire, parce que ça va nous aider à avancer. Merci à vous, bon visionnage, à plus tard, ciao. Let's jack. Let's jack. Aujourd'hui, voilà, on est avec Axel François, il nous a invités à participer à une de ces journées. On voudrait savoir déjà, Axel, dis-moi comment t'es arrivé jusqu'ici et pourquoi le drift? Qu'est-ce qui t'a amené au drift? Alors, quand j'étais gosse, si tu veux, je regardais beaucoup les films d'action avec les courses-poursuites et je trouvais ça très excitant quand il y avait le gangster et le flic qui se pourchassaient et qui se mettaient en travers. Ouais. Ça me rendait dingue. Du coup, tout ce qui était cascade et tout, ça m'intéressait. Et en grandissant, forcément, je me suis intéressé au rallye. Tu sais, je suis de 85, donc je voyais un peu les vidéos qui se faisaient avant, groupe B, etc., Ouais. où les voitures bougeaient vachement. Et voilà, le dérapage me plaisait. Un jour, à l'âge de 14 ou 16 ans, Internet arrive, le débit commence à être un peu meilleur et on commence à regarder les vidéos, ce qui se fait à l'étranger et tout ça. Et là, je tombe sur une vidéo avec deux Japonais qui se tiraient la bourre avec des Nissan 200 SX, S13. À la montagne? Ouais, non, là, c'était sur un petit circuit. D'accord. Et je vois les gars, en fait, se tirer la bourre, mais en glisse. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est tout ce que ça ressemble au film d'action avec les dérapages. C'est un sport. Et en plus, avec des voitures japonaises, parce que je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était la mode de Fast and Furious et tous Bien ces sûr. trucs-là. On a le même âge, toi et moi. Donc, Voilà. Et du coup, ben, forcément, quand tu approches du permis, tu te dis, une voiture de sport pas très chère, ben, à l'époque, c'était les japonaises. Et ben là, il y avait des voitures japonaises en dérapage et c'était sur un circuit. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu organises? Et aussi, comment on peut en arriver là? Eh bien écoute, je vais commencer déjà comment on peut en arriver là. Du coup, il a fallu que déjà, quand j'ai vu ces vidéos, que j'ai décidé de m'y mettre, j'ai arrêté l'école très tôt pour gagner des sous et pouvoir me payer une 200 SX, comme j'avais vu dans la vidéo. La fameuse. S13. C'est ça, elle en a vécu des choses. Ouais. Celle-là, je l'ai vue à sa première sortie piste faire un tout droit au Luc. Hein. Dans le bac à gravier, la ligne d'échappement arrachée comme ça. Exactement. Exactement. On en a tous une. J'ai des preuves. On en Exactement. a tous eu une de Exact. S13. Tu pourras la mettre dans la vidéo, je te la preuve d'ailleurs, à la bagnole comme ça et tout. Elle date au moins de 13-14 ans cette photo, un truc comme ça. Hein. Pas 13-14 ans, mais pourquoi que pas loin. Si. Et bon, du coup, voilà, donc je finis par me payer cette voiture. Les zones industrielles le dimanche soir à minuit, quand il n'y a personne, et ben, les copains me bloquaient la zone et on faisait des dérapages. Et puis, de fil en aiguille, à force de casser la voiture, casser des moteurs, je regardais les vidéos de Keiichi Tsuchiya, qui expliquait la Drift Bible, qui est super connue des drifters. Et en fait, je regardais comment il faisait, j'essayais de comprendre. Je retournais dans la zone, je réessayais jusqu'à ce que ça marche. De fil en aiguille, après j'ai commencé à faire les journées circuit d'entraînement, mais il n'y avait pas de journée spécifique drift. Je devais rouler au milieu des autres qui faisaient du chrono, donc il fallait que je fasse attention à tout le monde.
Et puis, ben, écoute, un jour, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'ai compris que la vie était très courte, que je pouvais mourir du jour au lendemain. J'ai tout arrêté de mes anciens boulots du jour au lendemain. J'ai passé un diplôme de perfectionnement au pilotage pour être instructeur, comme votre collègue Fred, pour m'approcher du milieu, en fait, du sport auto. C'était mon seul moyen réalisable d'accéder dans ce milieu-là. Donc j'ai fait ça. Et puis, ben, à force d'insister, de persévérer, j'ai commencé à faire des baptêmes en drift avec ma voiture pour des écoles de pilotage qui m'ont donné une chance, comme ben, je pense à Manu Damiani de GT Drive, Manu Di Maggio qui est malheureusement décédé mais qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé en tant qu'instructeur. Et voilà, ces deux personnes, ils ont été les premières à me faire confiance, à me laisser faire des baptêmes de drift. Et puis après, ça, tu sais, dans la tête, tu réfléchis, tu vois que les gens sont contents, tu te dis pourquoi pas maintenant leur apprendre. Parce que tout le monde me disait comment tu fais, c'est génial, j'aimerais bien essayer. Et un jour j'ai dit allez c'est bon, je lance ma propre activité. Et voilà, j'ai acheté 2 BMW, mon petit frère m'en a prêté une. Le pauvre, j'y ai rendu, elle était... Je suis désolé frérot, mais franchement c'est en partie grâce à toi aussi que j'en suis là. Et voilà, du coup je me suis retrouvé à Perpignan sur un petit circuit de karting avec 3 voitures. Et on s'est lancé dans l'aventure avec mon ancien associé Damien Clavel, qui est un très très bon copain, qui est génial, qui m'a beaucoup aidé. C'était très dur les premiers temps, on n'a pas gagné d'argent les 3-4 premières années. Et maintenant que le matériel est payé, qu'on commence à être reconnu dans le milieu, que les journées se remplissent, ça commence à bien fonctionner. Donc voilà, petit à petit, une voiture, plus une deuxième, plus une troisième, plus une sixième, dixième. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de voitures à la maison. Alors justement, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? On a vu qu'il y avait plusieurs voitures, plusieurs thèmes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes? Alors essentiellement, en fait, pour débuter, nous, on a sélectionné la BMW 325i E36. D'accord. Pourquoi? Parce que voilà, il y en a une qui vient d'arriver. En fait, c'est une auto, si tu regardes bien, elle a exactement tout ce qu'il faut pour se lancer dans la discipline. C'est une auto qui n'est pas très très chère à l'achat. Ouais. Un moteur avant, propulsion, elle n'est pas très lourde, bien équilibrée. C'est une voiture qui a été très diffusée en Europe, donc quand tu casses une pièce, qu'il ne faut pas se leurrer, quand tu débutes, tu fais des erreurs, tu casses. Tu trouves assez facilement les pièces. Voilà, exactement, tu trouves les pièces à des prix abordables, ça te permet d'entretenir une auto. Et puis ça fait quasiment 200 chevaux, ce qui est suffisant pour démarrer. Et en fait, on est parti sur une flotte de E36 pour en fait cumuler toutes les mêmes voitures. Au moins, on connaît mieux les pannes qui peuvent arriver. Tu n'as pas besoin de stocker 4 types d'embrayages différents. Avec un embrayage, tu peux réparer les 5-6 voitures qu'on loue, etc. Donc, on a ces voitures qu'on propose en stage de pilotage. Ouais. Et après, on a la Toyota Cresta. Là, c'est une voiture très spécifique qui fait quasiment 500 chevaux. On a mis 4 baquets. Donc, on peut embarquer 3 personnes en passager, 3 clients. Et en fait, on leur fait comme un tour de manège. En gros, ils montent dans la voiture et moi, je fais tout pour la mettre en travers le plus vite possible. Si je ne me trompe pas, c'est quoi? Un JZ que tu as dessous, non? Un JZ. Un JZ, d'accord. Un JZ, c'est un 2,5 litres. C'est un moteur qui a moins de cylindrée. D'accord. Mais qui est très solide et qui suffit largement. On est entre 4 et 500 chevaux, donc il y en a largement assez pour faire des baptêmes. Après, c'est pas une auto de course non plus. Pour faire de la course, il faudrait qu'elle soit plus légère, donc il faudrait enlever tous les sièges supplémentaires, il faudrait découper les portières, etc. Enfin, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Là, le but, c'est d'avoir des bonnes sensations, d'embarquer du monde, d'avoir une bonne ambiance quand ils sont plusieurs dans la voiture. Ouais, ouais. Et voilà. Un tour de manège, quoi. Exactement. Ok. Au niveau de ta team, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, là, alors... Effectivement, Extreme Drift, c'est plusieurs choses en même temps. C'est à la fois une marque, c'est à la fois... parce qu'on vend aussi des t-shirts, etc. Comment on appelle ça? Du sport, ouais, voilà. Bon, ouais. Des trucs pour garder un souvenir. Hein. Voilà. On propose donc l'activité stage et baptême. On propose également pour des vidéos, des clips, etc. On peut être sollicité, mais on fait également de la compétition. D'accord. Je me suis lancé il y a 3 ans en arrière à faire de la compète. Aujourd'hui, je me retrouve dans les championnats européens, avec un niveau qui va être très difficile cette année. Et voilà, du coup on a aussi une team de course. Je roule avec une Toyota GT86 maintenant. D'accord. Qui est équipée d'un V8 4 litres turbo. Un petit montage qu'on s'est fait avec les copains. Ouais. Et c'est une voiture qui fait 1200 kg, 600 chevaux pour l'instant. D'accord. Et voilà, et puis là le but ça va être d'aller se battre contre les meilleurs pilotes quasiment mondiaux, puisqu'il y a James Dean, Peter Visek, je crois qu'il y est cette année. Enfin, il y a des Polonais, enfin bref, il y a un gros niveau. Donc cette année, ça va être dur, mais je vais beaucoup apprendre. Alors, si tu devais expliquer en quelques mots le drift pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est du kiff. C'est prendre une bagnole, se foutre à l'équerre, avoir la banane. Déjà, ça, c'est cool. Ouais. Après, vraiment, niveau technique, ouais, ça va être en fait, le but, c'est de mettre une voiture en dérapage, de le contrôler.
C'est quelque chose de très difficile, c'est un peu comme tenir l'équilibre sur un fil. D'accord. Ça demande beaucoup de temps d'apprentissage. C'est pour ça qu'il faut être persévérant pour faire cette discipline. Parce que c'est pas juste comprendre les techniques, c'est surtout les répéter, jusqu'à se trouver le bon dosage et le bon timing. Et en fait, si tu veux, il faut jouer avec cet équilibre. Donc on t'arrive dans un virage avec du frein généralement pour appuyer le train avant et alléger le train arrière. Et après que ton volant, tu as déséquilibre, donc il faut mettre un coup de volant assez sec, mais bien dosé. Tu vois, c'est ça la difficulté. Pour la déséquilibrer et ensuite tu repasses sur les gaz pour la faire patiner et tenir la glisse. On appelle contre-appel. Voilà, ça c'est une des techniques. Tu freines, tu mets le poids devant, tu mets un coup de volant et un autre coup dans l'autre sens, ça la déséquilibre, elle se met à glisser. Et là tu prends les gaz rapidement pour tenir la glisse au patinage. Mais ça c'est une des techniques, il y en a quasiment une dizaine de techniques pour mettre une voiture en travers. Tu as forcément le frein à main hydraulique, hein, ou le frein à main normal. Tout le monde a bien vu les vidéos de Ken Block où il tire beaucoup dessus. Voilà, donc ça fait partie des techniques pour mettre une voiture en glisse et puis plein d'autres. D'accord. On va partir dans des questions un peu freestyle. Déjà, ta caisse préférée. Si tu devais choisir une caisse, ça serait quoi? Ah putain, c'est dur. Si tu me demandais une dizaine de caisses, je te les sortirais sans moi, problème. c'est pareil, mais une caisse pour faire du drift, hein, bien sûr. Et oui. Je sais pas Forcément. vraiment pour faire Non, du drift. ouais. Vraiment la caisse pour toi, par excellence, qui te ferait vraiment kiffer. Moi, je prendrais la caisse la plus chère au monde pour la revendre et m'acheter une centaine de voitures de drift. Voilà. Je prendrais une Dob là qui vaut 10-15 millions d'euros, je la vends et après je me fais plein de voitures de drift. Non, vraiment, si je devais partir là en bibrine totale, je prendrais une Corvette C7. Ouais. J'y mettrais un bon V8 mais turbo, surtout pas compresseur parce que ça c'est pour les petites filles le compresseur, c'est trop facile, tu vois. Je voudrais un truc agressif, un truc qui fait ouah, tu vois, un truc qui est explosif. Déchaîné quoi. Déchaîné. Un truc énervé. Donc ouais, une Corvette avec une Corvette C6 ou C7 avec soit un moteur de NASCAR qui prendrait 9000 tours pour le délire, soit un moteur turbo. Ça ce serait cool, sinon j'aimerais bien une voiture électrique. Ça doit être super cool aussi, une caisse électrique de drift. Putain de couple de malades. Truc de dingue. T'appuies, c'est instantané. Comme ça. Ouais. Ouais. Ah, ce serait fou. T'as la puissance tout de suite. Ouais. Pas Je besoin de pense que turbo, ce quoi serait soit. performant. Après, ça perdrait de son charme pour le bruit du moteur, etc. Mais je pense qu'en termes de performance pure, ça doit être génial. Ouais. D'accord. Voilà. Deux roues. En deux roues? En moto? Non, mais est-ce que tu roules en deux roues? T'aimes ça? J'adore ça, je suis une vraie chèvre. C'est vrai. D'ailleurs, la seule fois où je me suis cassé un truc dans ma vie, c'est la clavicule et c'était en vélo. Mais Alors non. imagine si tu mets un moteur en Putain. plus dessus, c'est... Non, je suis pas très bon, j'aime bien. Je comprends que les gens adorent. Deux fois, j'ai pas le permis. Hein. Ça m'est arrivé de faire des petites balades vite fait, mais très rare. Très rare. Non, parce que là, je suis trop vieux pour ces conneries, tu vois, là, c'est... Non. Mais en deux roues, j'ai essayé la moto de Thomas Charrer. La moto usine, une TM. Et d'ailleurs, je le remercie grandement. 450. Ouais, il m'a fait confiance ce jour-là. En fait, j'ai fait un baptême de drift parce que je savais même pas qui c'était, moi. On s'est croisés sur un circuit, on se partageait la piste pour faire des essais. On a bien sympathisé, j'y ai proposé de faire un tour dans la voiture. Et lui, un quart d'heure après, il est venu et il m'a dit « Tu m'as fait un tour dans la voiture, je te fais un tour sur la moto. » Sauf que moi, je pensais que j'allais monter derrière lui. Et non, il m'a laissé sa moto. Je suis allé vraiment doucement parce que c'est une moto usine, il avait pas trop le droit, etc. Donc j'ai vraiment fait respecter la mécanique et puis surtout, je suis pas bon. Mais j'avais quand même senti des trucs qui étaient très intéressants et qui étaient proches des caisses de drift. Tu sentais qu'au freinage, l'arrière se désaxait un peu. Tu rentrais dans le virage, tu sentais que ça... Moi, j'avais l'impression d'être à l'équerre. En réalité, j'étais droit. Hein, mais voilà, c'était l'impression que j'avais eue. J'ai bien aimé le supermoto. Ouais. Si je devais faire de la moto, je ferais sûrement du supermoto. D'accord. Ouais. Et puis pas trop de vitesse non plus, parce qu'à 300 à l'heure, si tu as un truc qui traverse ou un mec qui est en piste qui te pousse ou quoi que ce soit, enfin, je suis un peu chochotte. J'aurais peur de me faire mal. Un film préféré? Putain, ça fait ringard si je dis Fast and Furious, mais c'est vrai que quand t'es gosse, quand t'as 16 ans et demi, 17 ans, je crois que quand je l'ai vu ce film, tu vas au cinéma et quand t'es passionné de bagnole, c'est la première fois de ta vie que tu vois un film où du début à la fin on te parle de voiture. C'est ça. Donc j'ai adoré. Mais après, moi j'ai pas trop le temps de regarder en fait les films. Ok. Si t'avais une expression propre à toi, que tu utilises tout le temps, que tu dis tout le temps. Putain, j'en dis de la merde. J'aimais bien quand ils disaient If in doubt, go flat out. Ça, c'était Colin McRae qui racontait ça. J'adorais son style de pilotage. En gros, lui, soit il finissait premier, soit la caisse a été en 1000 morceaux. Et je trouvais très spectaculaire, j'aimais beaucoup son style. Donc s'il m'entend là-haut, je pense à toi. Si tu vivais pas de ta passion, qu'est-ce que tu ferais? Je serais peut-être plus de ce monde, ça m'aurait gonflé. Non, je sais pas. Je couperais peut-être encore des arbres parce que j'étais bûcheron au début. Ouais, rien à voir alors. Il y a un moteur dans une tronçonneuse. Tu prends des risques aussi. C'est dangereux de couper des arbres. Et quand tu pilotes pas, qu'est-ce que tu fais? Le moins de choses possible. De la mécanique.
Ouais, ça me il essaye. saoule d'ailleurs. Maintenant, j'en fais plus. J'ai quelqu'un qui m'aide, heureusement, qui est très très bon, Mathieu, et puis plein d'autres, tous les potes qui filent un coup de main. Ta Jaguar. Ouais. La Jaguar est dans le jardin, on surchauffe. Mais maintenant j'essaie de me lever le plus tard possible. Je prends mon café, je regarde mes voitures dans le jardin et je déprime parce qu'il y en a plus qui sont en panne que ce qui roulent. Oh, putain. Voilà. Merde. Non, j'attends. En fait, j'attends la prochaine journée. Et avec quoi tu roules tous les jours? Ta caisse de tous les jours? Alors jusqu'à maintenant, j'avais elle était populaire, celle-là. Ceux qui me suivaient sur les réseaux sociaux, ils l'aimaient bien. J'avais une Clio 2 DCI 1,5 litre Société, 65 chevaux. Cette voiture me permettait de faire des dérapages autour des radars. Ça, c'était super cool. J'ai vécu les inondations de Montpellier, la Palavas-les-Flots avec. Ouais. 50 cm d'eau. Rien du tout. No problème. La voiture est passée là où les pompiers n'y arrivaient pas à passer et tout. Une merveille cette caisse. 365 000 km. Mais non. Une panne mécanique, un alternateur. 40 € sur le bon coin. 365 000 km. J'ai pas changé, même pas l'embrayage. J'adore cette caisse. Ça consomme rien et en fait tout l'argent que j'ai économisé grâce à cette voiture, je l'ai foutu dans le drift. Et moi j'ai entendu dire que les Renault c'était pas fiable, mais quand je t'entends là. C'est pareil. J'aime pas d'habitude, mais là du coup celle-là, je la trouve cool. Après non, tous les jours, qu'est-ce que j'ai? Non, vraiment, je roule avec des chiasses moi tous les jours. Parce que c'est limité à 80. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis d'accord. Alors du coup, la nuit, on va dans les petites routes et là, c'est plus vraiment caisse de tous les jours. Quand on part en montagne, on part avec des petites BM ou j'ai une 200 SX S13 aussi, quasi d'origine, avec 4 amortisseurs. Quand il pleut, on se fait quelques tours de zone industrielle, on part... Mais on fait jamais ça à 14h, tu vois, on le fait à... fermé bien sûr, hein. On va dire ça. On le ferme, c'est pas... Voilà, on le ferme nous. On va dire ça. On le ferme nous, on part dans une montagne, on met un pot en bas avec un toki et puis un endroit où il n'y a personne, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, donc oui, c'est... Ouais, Voilà. Si on se sort, c'est tout seul, quoi, c'est notre faute. Une ambiance sur les courses de drift, les circuits, les compètes et tout. Qu'est-ce que par rapport aux autres courses? Ouais. J'ai fait un peu de rallye, donc je peux comparer au rallye. Ouais. L'ambiance en rallye était sympa, était chouette. Mais c'était quand même un peu plus la guéguerre, tu vois, il y avait Ouais. moins d'entraide. Et pour les spectateurs, c'était assez frustrant. Lise, quand elle venait me voir sur un rallye, elle voyait la voiture 3 secondes et puis disparaissait. Et c'est vrai que l'avantage du drift, c'est que les spectateurs ont déjà accès un peu plus à tout le tracé. Et ce que j'ai bien aimé, j'ai une anecdote par exemple, Zanato, si tu me regardes, il roule avec une Mustang, c'est un très bon pilote de drift, on s'est retrouvé en finale en Espagne. Je tombe contre ce pilote-là et on fait ce qu'on appelle un one more time. Les juges n'arrivent pas à nous départager. C'est juste pour t'expliquer l'ambiance qu'il y a entre nous pilotes. J'avais plus de pneus, j'avais pas prévu assez de pneus, moi je pensais pas aller jusqu'en finale, tu vois. Je pensais me faire éliminer au top 32, top 7, donc j'avais pris les pneus minimum. Ouais. Et j'arrive là, je vais jusqu'en finale, j'ai plus assez de pneus. Et j'ai la team Delorme qui viennent en courant déjà, qui était là tout à l'heure, Nicolas Delorme, qui a un très gros niveau de pilotage, qui me fournit deux pneus à mi-usure, mais qui me permettaient de faire mon run. Et j'ai Zanato qui a demandé à ses mécanos de m'aider à lever la voiture et changer les roues. Parce qu'on avait une règle de 5 minutes, on a 5 minutes pour faire ça. Donc tu veux, quand tu as ton concurrent qui dit à ses mécanos de filer un coup de main pour changer les roues, je trouve ça super classe. Ouais. Donc c'est très sport et du coup ce qu'il a fait Raph, ça m'a vraiment touché. Et nous on essaye de le faire, c'est quelque chose que les valeurs que j'essaye de donner à mes potes qui font de la mécanique, qui font de l'assistance. Et par exemple on a eu Luc Fink, l'honneur d'accueillir en Europe un pilote très connu en Australie. Et je suis assez fier que ce soit Kevin Fayol, mon pote qui me faisait l'assistance, qui ait réparé sa voiture. Et ce mec-là a pu continuer sa course, a pu aller en Grèce, d'ailleurs on l'a accompagné jusqu'en Grèce. Et si tu veux cette ambiance où tout le monde s'entraide, tu casses un pont, il y en a un qui va te prêter un pont, l'autre il te prête le poste à souder. Tu te retrouves des fois à 4h du matin dans un atelier en Autriche, tu connais pas le mec et à 4h du matin tu es avec lui en train de bricoler une voiture et puis après tu t'appelles, maintenant avec les réseaux sociaux c'est facile de garder le contact et puis quand tu retournes en Autriche ils t'invitent, etc. Et eux quand ils viennent en vacances en France, tu les invites. C'est une famille, c'est incroyable. Nous on s'est retrouvés à héberger des Américains à la maison et quand je me suis retrouvé aux États-Unis, pendant une semaine à Los Angeles, j'ai un pote qui m'a laissé les clés de sa bagnole, qui m'a dit fais comme chez toi, tu as les clés de ma maison, le double des clés de la maison, une bagnole pour tous les jours. Et je suis resté à LA une semaine tout seul parce que j'avais aidé ce mec-là avant. Tu vois, c'est vraiment une famille. Pour commencer le drift, un budget. Moi, je conseillerais... Alors, le pas cher, ça revient cher. C'est-à-dire que des fois, vouloir acheter un truc à 10 balles alors qu'il y a un truc qui est 10 fois mieux à 30 balles, mais des fois, il vaut mieux dépenser 3 fois plus pour avoir un truc 10 fois mieux. Tu vois, le ratio. D'accord.
Mais à l'inverse, Pour commencer, d'après toi, tu penses qu'il faudrait combien pour quelqu'un qui veut... alors il y en a qui arriveront toujours à faire moins parce Bien qu'ils sûr. sont mécanos, ils ont les bons plans, les machins. Mais pour rester dans la réalité, dans la moyenne, entre 3 et 5 000 euros, tu peux équiper une auto, soit acheter une auto déjà prête dans les 5-6 000 euros, soit acheter une voiture à 2 500-3 000 euros et rajouter 1 500 euros d'équipement. Il faut forcément soit savoir faire de la mécanique, soit être bien entouré. Avoir des bons potes, de la famille, peu importe, mais qui touchent en mécanique. Et surtout, il faut faire le minimum au début. Contrairement à ce que certains pensent, il y en a, ils injectent beaucoup d'argent, achètent beaucoup de pièces, beaucoup de choses. Je pense qu'au début, il faut partir avec des autos simples, les fiabiliser et franchement, pas mettre grand-chose. Amortisseur, pont soudé ou autobloquant, ce qui est un peu mieux mais plus cher. À la limite, un frein à main, des sièges pour être bien installés, des baquets. Un frein à main hydraulique, ça peut sauver si tu te rates. Pas plus. Même la direction, les kits grand angle, les machins, ça vient après, tu vois. Déjà, quand tu arrives à glisser avec une voiture comme les nôtres, qui sont très proches de l'origine, déjà, il y a beaucoup de journées à faire avant d'arriver au bout de ces voitures. Voilà. Et puis après, avec le temps, tu as le temps d'économiser et tu rajoutes le grand angle, un turbo, un machin. Et après, tu peux aller... Si tu as 1 million d'euros de budget, moi, je te construis une caisse à 1 million, si tu veux. Il n'y a pas de souci, elle fera 2000 chevaux. Hein. Mais il n'y a pas d'intérêt pour apprendre. Ok, et pour terminer, est-ce que tu as un message à faire passer ou des personnes à remercier? Déjà, tu l'as fait tout à l'heure sur certaines Ouais. personnes. Ouais, alors des personnes... conseil à donner? Déjà, le conseil à donner, c'est être persévérant. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. La vie est très très précieuse. Et il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on veut dans la vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je veux pas avoir de regrets quand je serai sur mon lit de mort. Des fois, je me dis, putain, j'ai dépensé une fortune dans les voitures et ma retraite, j'en aurai pas grand-chose. Comme tous les patrons, hein, on n'aura pas... Et je pense que je vais être dans la merde. Mais j'aurai des souvenirs de dingue. Et quand on a une passion, il faut pas être frustré, il faut la faire. Alors après, il faut pas être bête non plus. Il faut pas se mettre faire des crédits pour une voiture de course, machin et tout. Mais quand j'entends certains qui me disent je veux faire du drift, mais les mecs ils fument 3 paquets par jour, ils sortent en boîte de nuit tous les week-ends et qui me disent ouais j'ai pas un rond, machin, qui se plaignent. Les gars, moi j'étais bûcheron, je gagnais 600 euros par mois en apprentissage. Après j'étais technicien chez Culligan, je me gagnais 1 600 euros. À l'époque c'était pas un mauvais salaire, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est que j'en ai chié. Donc il faut être persévérant, croire en ses rêves et pas lâcher, continuer. Et puis il faut se serrer la ceinture. Je dirais à un moment donné, une soirée en boîte de nuit, ça vaut 100 balles. Eh bien garde tes 100 balles pour mettre 2 pleins de carburant et ainsi de suite, quoi. Voilà, il faut savoir faire des choix. Ok. Voilà. Axel, merci beaucoup. Eh bien avec plaisir. Et puis pour les remerciements, j'ai à peu près 1500 personnes à remercier. En fait, j'ai envie de remercier tous ceux qui m'ont croisé. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Vraiment tous ceux qui ont croisé depuis que je me suis lancé là-dedans jusqu'à aujourd'hui et demain. Et tous ceux qui ont apporté une pierre à l'édifice. Parce que vous en doutez, pour en arriver là, moi je suis juste le représentant, comme un chanteur dans un groupe. T'enlèves le guitariste, le bassiste, t'enlèves même le manager, t'enlèves l'ingénieur son, t'enlèves le mec qui a créé la salle de concert, t'enlèves le mec qui a fait la publicité sur internet pour remplir la salle. En fait, en gros, le chanteur, tout le monde l'adule, mais en réalité, il y a 1000 personnes derrière pour en arriver là. Et en fait, je suis dans ce cas-là. Je suis mis en avant, mais il y a 1000 personnes derrière pour que je sois là aujourd'hui. Donc, merci à tous. Chérie, je peux me permettre de lui dire fais-moi crier. Ouais. Alors fais-moi crier. Alors, interprétez ça niveau sport mécanique, pas sport mécanique. Voilà, on va y aller tranquille, ça va bien se passer.
la direction. Ah ouais. Eh ouais. Non mais celui qui a pas de bras, c'est impossible. Jamais il tourne. Ouais, d'accord. Jamais il tourne. Let's Jack. Bon bah j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Surtout n'hésite pas à suivre Axel François sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur son site internet pour voir tout ce qu'il a. Si ça t'a plu et que tu veux le montrer un petit peu aux autres, bah partage parce que c'est cool aussi. Nous ça nous permet de voir que ça vous plaît. Donc du coup c'est sympa. Et puis autre chose, si tu as aussi dans tes contacts, tu connais quelqu'un qui a vraiment un truc intéressant, un reportage de fou. On veut pas faire, je sais pas, un reportage sur une ORS ou quelque chose comme ça. Il y en a déjà tellement qui le font. On veut vraiment faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Donc n'hésite pas, contacte-moi, mon Instagram ou sur YouTube. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Vous savez pas ce qui vous attend. Let's